Je vous propose on démarre avec les objectifs de la session. Je vois qu'il y a déjà des liens partagés sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci beaucoup pour ça. Et puis, on peut peut-être démarrer comme ça, le temps de présenter les objectifs de la session et de faire un retour sur la session de la semaine dernière et vos contributions sur le Miro d'il y a quelques jours. Ça laissera le temps au dernier d'arriver. Alors, en termes d'objectifs de la session, Laetitia, si tu veux bien passer les slides. Donc, on est sur notre dernière session, session numéro 5. Et cette session est dédiée en fait au suivi évaluation, donc au système de suivi et d'évaluation. On reviendra évidemment sur la définition des termes comme on l'a fait sur chaque séance. Et vous partagez en fait quelles sont les différentes fonctions du suivi-évaluation. Souvent, en fait, on envisage le suivi-évaluation à travers le prisme presque unique parfois, ou en tout cas le premier prisme, c'est celui des données, des indicateurs. Et en fait, on voudrait vous montrer qu'il ne s'agit pas que ça, mais d'un dispositif qui permet de mieux intégrer et de mieux partager les enjeux liés à l'adaptation au changement climatique avec différents types d'acteurs, différents secteurs. C'est tout autant un système de circulation des données, de l'information, de partage, de remontée de l'information et des données. On reviendra sur les défis qui sont spécifiques au suivi-évaluation de l'adaptation, au regard d'autres suivis-évaluations, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Et puis on vous présentera différentes méthodes et différents outils en fait pour qu'ensuite, si vous le souhaitez, de retour dans votre travail quotidien, vous puissiez aller chercher ces outils et ces méthodes et pourquoi pas les développer sur votre territoire. Et puis on terminera par un exercice pour un peu vous faire pratiquer un prédimensionnement d'un dispositif de suivi-évaluation et puis un travail malgré tout sur les indicateurs. Donc, en introduction, on va avoir, je vais revenir sur l'exercice de la session 4 sur les mécanismes de coordination pour vous partager un peu ce qu'on retient ou en tout cas vous faire une synthèse des différents post-it. Et puis, on vous présentera, donc là, on l'a mis au tout début de la session pour que ça ne passe pas à la trappe, l'outil qu'on est en train de développer, dont on vous parle depuis le début et qu'on n'a pas encore eu le temps de vous présenter. Voilà pour l'agenda du jour. Alors, Ouais. sur les différents mécanismes de coordination, Alors, je alors vais vous vous avez, partager l'écran, même si on verra pas forcément hyper bien le détail, mais vous pouvez vous y donc, reconnecter d'ailleurs, hein, si vous le souhaitez. Donc, vous avez été plutôt productif entre-temps, beaucoup de post-it ont été mis, donc c'est peut-être très rappeler enrichissant. l'objectif de l'exercice. Il y a des personnes qui n'étaient pas là à la session 4. Tout à fait. L'idée, c'était effectivement donc de travailler sur le sujet du jour qui était sur les questions de mécanismes de coordination. Donc, après un temps un peu de présentation des enjeux derrière ces mécanismes, de quelle forme ils pouvaient prendre, comment ça pouvait se concrétiser sur un territoire, à quelle échelle, et pas mal d'études de cas qu'on a pu présenter. On nous a fait travailler en 3 temps sur des questionnements, savoir effectivement ce qu'il y avait déjà sur votre territoire ou éventuellement au sein de votre secteur, de votre institution, comme mécanisme de coordination. Est-ce que c'était soutenu, accompagné par un cadre réglementaire, législatif, éventuellement une loi en lien avec le changement climatique, un règlement qui vous permettait de donner une force normative qui pouvait appuyer ce mécanisme-là.
de pouvoir aussi détailler les éventuelles difficultés et obstacles rencontrés pour mettre en place et faire fonctionner un tel mécanisme de coordination. Et enfin, de se concentrer éventuellement pour faire le lien aussi avec la session précédente sur la question des parties prenantes, d'essayer de penser à un acteur clé qui, pour l'instant, restait, selon vous, pas assez mobilisé, impliqué et aurait un gros enjeu à mieux s'impliquer justement pour favoriser l'intégration de ces enjeux de résilience. Voilà, donc Sandrine, je peux te laisser peut-être synthétiser, toi, les principales conclusions sur Oui, ton groupe. ouais, tout à fait. Alors, donc, j'ai parcouru vos post-it, hein, donc, quels que soient les groupes, donc Laetitia, tu confirmeras, mais il n'y a pas de cadre réglementaire, de loi climat qui fait force sur vos territoires. On est plutôt sur des dispositifs, des stratégies, des plans transverses, donc des plans climat, des stratégies climat, mais pas tous les territoires disposent d'un tel document. Et en termes d'instances, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a quand même une grande diversité. On a donc des copilcotech ad hoc sur une démarche spécifique d'adaptation. Donc là, j'imagine que c'est une première étape pour peut-être aller plus loin et instituer quelque chose qui s'inscrive plus dans la durée et non pas lié à une action spécifique ou à une politique spécifique. On a des plateformes, des comités d'aménagement du territoire. Donc là, je trouve que on intègre en fait dans j'imagine plutôt des structures des entités existantes la résilience. Un conseil territorial environnement. Donc là, on voit bien aussi le tropisme de beaucoup de territoires ou de pays à aller loger en fait la résilience d'abord dans les politiques et les entités dédiées à la gestion de l'environnement. Et donc cette connotation un peu environnementale et un peu moins territoriale et transverse. Et puis des démarches aussi de comités scientifiques et citoyens qui font partie des multiples entités que vous avez nommées. En termes de difficultés, on retrouve le manque d'objectifs clairs en termes de résilience. Donc là, un travail certainement à conduire sur la clarification de ces objectifs, ou alors des objectifs qui existent mais qui ne sont pas suffisamment ambitieux ou pas suffisamment portés par un leader qui a un poids dans la hiérarchie institutionnelle. Vous mentionnez également des difficultés liées au travail en silo des entités, donc certainement des choses à travailler en matière d'argumentaire, d'élargir les comités et puis de faire circuler les informations et la donnée comme on le verra aujourd'hui. Un enjeu assez fort qu'on retrouve régulièrement aussi dans les territoires qu'on accompagne, c'est la question foncière. Donc comment on arrive à, à trouver, à sécuriser du foncier pour des actions d'adaptation. Et puis, vous mentionnez aussi, évidemment des difficultés, d'accès, heu, à des financements, la problématique de disponibilité de ressources, humaines et financières. Et donc là, pour information, il y a une autre communauté, en parallèle de celle-ci, hein, qui est proposé par le GO Programme, le Green Overseas Programme, sur l'accès à la finance climat, où il y a un travail d'identification sur lequel on a participé également, et il y a un travail d'identification des financements auxquels vos territoires peuvent être éligibles. Et puis en termes de la dernière question qui portait alors plus sur d'abord la sélection d'une partie prenante qui serait un peu clé pour vous et à regarder quel type d'action vous pourriez mener pour impliquer ces parties prenantes. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est des idées assez originales pour mobiliser. Donc, par exemple, des serious games, hein, des jeux sérieux là, qui ont été mentionnés. Euh, le fait de s'appuyer sur des relais, donc on en avait déjà parlé, il y a eu une prise de parole sur sur le sujet avec ce lien à construire avec les chefs coutumiers.
Et puis, ce qui est assez transverse dans tous vos post-it, c'est vraiment la volonté d'impliquer davantage d'acteurs en général, davantage de citoyens en particulier, et les communes aussi en particulier, et finalement faire plus de bottom-up. Vous voyez ça comme un levier. Donc voilà ce que je peux dire sur le groupe que j'ai animé. Je ne sais pas si il y a des convergences avec l'autre groupe, et si tu peux peut-être compléter. Ouais, bah, merci beaucoup. Effectivement, du coup, dans mon groupe, on retrouve pas mal des éléments que tu viens de mentionner hein, sur euh, les initiatives de coordination déjà présentes sur les territoires, donc beaucoup de mécanismes en lien avec des stratégies de développement là en Polynésie, hein, spécifiquement adossées au plan climat, des comités de pilotage, des comités de suivi, des comités scientifiques. En revanche, effectivement, pas de cadre réglementaire pour appuyer éventuellement la création, l'institutionnalisation d'un organe de coordination en tant que tel. Une initiative, ceci dit, et une agence qui a été mentionnée comme un exemple intéressant de structure transversale à la fois de manière verticale et horizontale, c'est l'OPUA, donc l'Agence d'aménagement et de développement durable des territoires, qui accompagne les collectivités, les communes, les établissements publics dans la planification, la mise en œuvre du SAGE, en particulier des enjeux des développements durables. Donc, peut-être une agence dans sa structuration qui est intéressante à retenir. Dans les difficultés également, la question de l'accès à la donnée, qui peut représenter un point bloquant, toujours cette question du travail en silo, de l'accès au foncier. Et puis, beaucoup, ce qui a été mentionné en lien aussi, une nouvelle fois, avec le plan climat, c'est le manque de relais dans la hiérarchie, un soutien d'un leader qui pourrait justement apporter une force et une légitimité à un éventuel mécanisme de coordination. Et dans les pistes pour mieux mobiliser des acteurs, donc quelques éléments intéressants hein, de création de délégations interministérielles, également de développer un comité pour définir des axes d'intégration du changement climatique dans les études relatives à la cartographie des aléas naturels. Donc là, un petit peu plus en lien avec la question de la production de la connaissance, des diagnostics de risques et de comment on intègre justement le réflexe adaptation, la considération pour ces risques climat dans tous les autres exercices sectoriels de cartographie des aléas naturels. Désolée. Également un commentaire sur le 4. Par contre, je ne savais pas ce que c'était. Donc, si la personne qui avait marqué ça est ici ce soir, je serais preneuse d'un retour ou d'un complément de votre part. C'est pas bonjour à tous, Emmanuel de l'agence au poids. Donc ce n'est pas moi qui ai marqué ça puisque j'étais pas là la dernière fois, je m'en excuse. Mais le CAT, c'est le comité d'aménagement du territoire. C'est un comité qui réunit, comme je crois qu'elle l'avait mis, non, qui réunit des ministres et des maires et surtout des chefs d'administration également pour discuter des grandes évolutions réglementaires en matière d'aménagement du territoire. Voilà. Tous nos plans d'urbanisme, par exemple, passent par l'avis du CAT. Et donc, c'est une instance plurielle, multiple, et qui peut avoir la possibilité d'être dotée de différents comités techniques, groupes de travail. Donc, ça nous semblait effectivement être un lieu existant intéressant à développer et axer un petit peu sur les questions d'adaptation. Et ça permettrait aussi peut-être de faire le lien entre les travaux PCPF, le plan climat, et les travaux du SAGE, notre schéma d'aménagement général. Voilà. Super, merci pour ces précisions. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, ajouts, réflexions suite à cette petite restitution? Oui, Oui, merci. J'ai une question pour Emmanuel. Non, déjà, bonjour Emmanuel, j'espère que tu vas bien.
Confirme-moi, c'est toujours pas les communes qui instruisent les permis de construire en Polynésie, hein. Bonjour Steven. Non, non, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire où c'est le pays, l'institution pays qui concentre l'essentiel des compétences en matière d'aménagement, d'urbanisme Et et du d'environnement. reste. Environnement, là aussi, économie, fiscalité, tout ça. Donc Ok. les communes ont des compétences qui pourraient paraître comme ça résiduelles, mais qui sont quand même assez monstrueuses, puisqu'elles ont bien sûr les compétences en matière de sécurité. Et après, également, elles doivent assumer les compétences en matière d'assainissement, d'adduction d'eau potable, d'un certain nombre de services environnementaux. Donc c'est très déséquilibré, oui. Je te remercie. Est-ce qu'il y a une autre question ou un commentaire? Donc, dans ce cas, je pense qu'on peut passer à la suite. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, les slides. Super. Donc, avant de passer à la session du jour, on voulait prendre le temps aussi de présenter cet outil qui est en cours de développement en parallèle de ces sessions de formation et en parallèle du développement du catalogue. Donc, on a pu vous parler à plusieurs reprises. Donc, l'outil serait développé en ligne, hein, il serait en accès libre pour que vous puissiez vous en servir. L'objectif de cet outil, c'est pour vous de pouvoir évaluer votre niveau de préparation et le niveau de capacité de votre institution pour intégrer ces enjeux de résilience. Et identifier à la fois les potentiels obstacles qui vous restent à surmonter et surtout vous fournir des recommandations associées, des ressources associées pour essayer de travailler sur ces difficultés-là. Donc, comment il se présente? Globalement, c'est un outil développé via la plateforme Power BI, assez simple d'utilisation, qui s'organise comme une sorte de questionnaire d'auto-évaluation qui se déroule autour de plusieurs composantes et plusieurs questionnements autour desquels vous êtes invité donc à répondre en vous basant aussi sur des recherches éventuellement documentaires, sur vos propres connaissances du sujet. Le but, c'est donc j'avais remis ce petit schéma, donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, ou pour celles et ceux qui n'étaient pas là aux premières sessions, pour vous expliquer un peu comment s'organise l'outil. L'idée, c'est donc de vous accompagner dans la réflexion tout au long du cycle de l'adaptation, qui est représenté ici au centre, autour des 4 étapes de l'adaptation, et des différentes composantes identifiées comme clés pour s'interroger sur ces enjeux-là de mainstreaming de l'adaptation. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque étape du cycle de l'adaptation, vont se poser un certain nombre de questions qui vont vous permettre d'évaluer justement où vous en êtes dans votre niveau de progression pour l'intégration de ces enjeux de résilience. Donc concrètement, pour vous montrer un petit visuel, hein, c'est encore en cours de développement, mais comment ça se présente, c'est une page interactive. On retrouve en haut à gauche le cycle de l'adaptation. À droite, avec la flèche, la progression dans les questions qui vont vous être posées et qui sont donc organisées autour de ces différentes composantes du mainstreaming. Le but, c'est donc de vous attribuer une note pour chaque question qui est associée à une certaine explication. Le but, c'est de pouvoir justifier de cette note, de se donner une note donc, sur une échelle de 1 à 4. Vous seront également fournis des lignes directrices, quelques informations pour vous guider, notamment pour trouver les informations, pour vous aider à répondre aux questions, parce que des fois, c'est pas forcément évident et il peut exister des plateformes qui réunissent l'information nécessaire et donc vous accompagner dans la recherche de l'information. Et in fine, ce qu'on souhaiterait que vous puissiez obtenir, donc là c'est un visuel à titre informatif puisqu'on n'a pas encore développé complètement l'outil, mais d'avoir in fine un visuel comme ça qui vous présente vos résultats, vos notes attribuées sur chaque question.
et qui vous permettent assez rapidement de visuellement voir quels sont les éléments sur lesquels il vous reste encore du travail à faire, quels sont les éléments pour lesquels c'est plutôt des points forts et où vous avez déjà mis en place certains mécanismes. Par exemple, sur les composantes, on retrouve toujours les mêmes, ce dont on a pu vous parler pendant ces formations, ces questions de coordination, ces questions de capacité institutionnelle de leadership, la question du cadre réglementaire et politique, les questions du développement de la connaissance, de l'information climat, etc. Et autour de ces différentes composantes, donc, de vous fournir un aperçu de votre niveau de progression. Et associé à ça, vous seront fournis des recommandations, de la documentation, également le catalogue qui y sera associé pour vous fournir des exemples de cas d'études qui peuvent vous être intéressants. Voilà, on voulait prendre le temps de vous présenter un peu cet outil parce que le but, c'est aussi donc, c'est encore en cours de développement, mais de pouvoir continuer à échanger avec vous et d'avoir vos retours déjà peut-être maintenant à chaud sur ce que vous en pensez et éventuellement si vous avez des questions à ce sujet. C'est toujours très intéressant, les outils d'auto-évaluation et d'évaluation. Après, c'est vrai que là, la présentation, elle est un petit peu rapide pour qu'on puisse se prononcer. Oui, je m'entends bien. On voulait déjà porter à votre connaissance le fait qu'on est en train de travailler là-dessus. Et puis, de toute façon, Pour répondre à la test. c'est ça. Je pense que dans l'idéal, c'est ce qu'on aimerait faire, de pouvoir avoir une première version opérationnelle qui puisse être testée. Il y a Céline qui veut intervenir, mais en tout cas, je pense que ce serait pas mal si on a certains d'entre vous là qui veulent le tester. On ne pourra pas, dans un premier temps, en phase développement, l'ouvrir à tout le monde, mais s'il y a 2-3 personnes qui veulent le tester, c'est dans le mois qui arrive, ça pourrait être intéressant. Sachant que pour l'instant, le développement, on l'a fait en anglais et il sera disponible en français, mais faudrait qu'on voit quand est-ce qu'on peut avoir une version française, mais voilà, je trouverais ça vraiment intéressant qu'il y ait certains d'entre vous qui puissent le tester. Alors Céline, allez-y. Oui, bonjour à tous. Je me posais la question, est-ce que une fois qu'on a fait cette auto-évaluation, est-ce que vous donnez des pistes par thématique, justement par rapport à la note qu'on a pour pouvoir nous orienter sur différentes stratégies ou différentes améliorations? Merci. Oui, alors l'objectif, c'est effectivement de pouvoir associer à vos résultats des recommandations. Alors, comme c'est encore en cours de développement, on ne sait pas exactement quel sera le niveau de spécification de spécificité de ces recommandations par rapport à votre profil ou par rapport aux notes que vous avez obtenues. Mais je pense que ça pourrait être intéressant, notamment, je pense que c'est un commentaire qu'on peut prendre en compte pour réfléchir à ça. Savoir si on pourrait les organiser, par exemple, par secteur, pour avoir des ressources et des outils qui sont un peu plus spécifiques et un peu plus utiles forcément pour vous. Mais oui, l'idée est bien de pouvoir au moins vous fournir des informations et de la documentation. Monsieur Mériadec, allez-y. Merci. Effectivement, tout ce qui peut être outil d'aide à la décision, en tout cas en ce qui nous concerne, moi je suis preneur. Et après, pour être bêta-testeur, si mon profil vous intéresse, ça sera avec grand plaisir. Très bien, parfait. Et j'ai une question dans le chat donc, de Stéphanie qui dit être partante pour intégrer un groupe qui testerait l'outil. Et est-ce que les résultats de l'outil pourraient être fournis en tant qu'argumentation annexe à un appel à projet?
C'est une bonne question. Je pense que c'est un exercice qui sera intéressant. Et alors après, ça dépend de qui émane cet appel à projet. S'il n'y a pas forcément connaissance de l'outil en tant que tel et Mm. les questions qui sont posées, il faudrait trouver un moyen de pouvoir mettre en valeur les résultats. Mais Il faut réfléchir, ouais, qu'on réfléchisse à cette je, connexion, ouais. je pense que c'est peut-être plus un outil qui va servir à identifier quels sont vos points forts et peut-être sur la base de ça, effectivement, construire votre argumentaire. Après, intégrer directement les résultats, je ne sais pas, pourquoi pas. Mhm. Hmm. Ouais. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment qu'il soit, que les résultats de l'outil, enfin, une fois que vous l'utilisez, soient multifonctions, quoi, que vous puissiez déjà vous-même avoir des points de repère sur quels sont vos points forts, vos points à travailler. Et je pense que, en effet, ça peut être, enfin, ce qui ressort de l'outil et la manière dont les résultats, entre guillemets, et ce que vous en interprétez, peut aussi servir à structurer votre argumentaire pour aller chercher des financements, etc. Moi, je pense que c'est en effet. On n'avait pas pensé à l'appel à projet, mais je pense que c'est une option qu'il faut considérer parce que, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de vous fournir un espèce de point d'étape, une photographie de là où vous en êtes. Donc, ça vous fournira des arguments sur quels sont vos points forts. Et du coup, si c'est des points à travailler que vous soumettez dans l'appel à projet, je pense que vous aurez de la matière. Et Céline, vous vouliez reprendre Oui, juste une autre petite question. Du coup, c'est un outil d'auto-évaluation à temps T0, je suppose. Mais est-ce qu'il est évolutif? C'est-à-dire que si on apporte des évolutions à notre stratégie, etc., est-ce qu'il faut refaire entièrement le questionnaire ou est-ce qu'il peut s'adapter justement au fil de nos évolutions et de nos travaux? Alors, a priori, le modèle qui est développé actuellement, ce serait effectivement fournir un aperçu un peu photographique, on va dire, de votre niveau d'avancement à un instant T. Et donc, si jamais vous avez travaillé sur certaines des composantes et progressé et obtenu certains résultats, il faudrait refaire le test et pour obtenir une figure des résultats qui montre cette progression. Je pense que l'idée, c'est d'avoir un visuel de résultats qui puisse être exportable pour que vous puissiez éventuellement le conserver. Et donc, si vous refaites l'exercice, qui ne devrait pas être trop long hein, et trop demandant en termes de ressources, vous puissiez comme ça avoir les deux versions qui montrent votre progression éventuellement. Est-ce faut peut-être voir avec notre équipe de développement pour savoir si on peut garder en mémoire en quelque sorte les questions et du coup les passer et on Mm. peut quand même demander, on ne sait jamais, hein. Oui, parce qu'en fait, c'est très visuel et par exemple, s'il y avait je sais pas, des présentations à faire à nos élus, Ouais. etc., c'est sûr qu'en fait, de voir une progression visuelle, Tout à ça fait. aide souvent et Mhm. ça peut être pas mal. Mhm. Ok. En tout cas, on pose la question côté vraiment l'équipe qui développe derrière le Power BI et puis on revient vers vous. C'est bien noté. En tout cas, c'est intéressant pour nous ce type de retour. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je pense qu'on va pouvoir passer à la session du jour. Alors, Et donc, donc, ouais, vas-y. vas-y. Donc, pour amorcer les échanges de ce jour, donc un petit tour sur les définitions. Donc, comme je le disais, un dispositif de suivi-évaluation, c'est une démarche qui vise à avoir un examen constant
du projet, de la politique, du programme en question, à travers tout un dispositif qui combine des résultats intermédiaires fixés. Donc on s'est dit à mi-parcours, si c'est un programme de 5 ans, à 2 ans, à 3 ans, on a un certain nombre de résultats intermédiaires. On se demande si ceux-ci sont atteints ou pas. Et également, ça combine des questions d'évaluation, donc c'est-à-dire quel est l'impact de ce programme, de ce plan, de cette politique, et des indicateurs qui font partie donc du système. Donc on distingue souvent le suivi de l'évaluation. Donc le suivi, c'est vraiment l'état d'avancement du projet. Est-ce que j'ai réalisé les actions que j'avais prévues? Et l'évaluation apprécie plutôt le projet, le programme tel qu'il a été mené et sa portée. Et les anglo-saxons, en fait, ont une pratique assez intéressante. Il y a quelques bailleurs qui commencent, quelques bailleurs, quelques financeurs qui commencent à intégrer dans leur programme, c'est la notion d'apprentissage et de capitalisation qui n'est pas au départ une pratique française, voire européenne. Donc en fait, ce qu'on va vous montrer là dans cette présentation, c'est que finalement ce système de suivi-évaluation, il compte non seulement pour les données et l'information produite, mais surtout sur le dispositif qui est à l'œuvre derrière et que vous mettez en place quand vous designez un système de suivi-évaluation et a fortiori la circulation de l'information qu'il y a derrière. Si tu peux passer à la slide suivante. Donc sur les fonctions, en fait, à quoi ça sert un système de suivi-évaluation? Donc comme je l'ai dit à l'instant, ça permet de piloter un projet, une politique et comme on l'a vu depuis le début de cette session de formation et on vous le rappelle assez souvent, c'est que comme on travaille dans un climat non stabilisé, avec des paramètres climatiques qui vont être amenés à évoluer et parfois, malheureusement, à s'accélérer. L'idée, c'est que le système de suivi et évaluation puisse permettre une prise de décision qui s'ajuste et puisse permettre en fait un certain nombre de réorientations et de favoriser ce qu'on appelle la gestion adaptative, donc c'est-à-dire la gestion de projets de politique en fonction de l'évolution du contexte. Autre fonction et autre portée d'un système de suivi-évaluation, ça permet d'être transparent envers différents types de personnes, de publics, que ce soit les financeurs, mais aussi les citoyens et comme un outil aussi qui permet de déployer, de développer, de favoriser une culture commune. Ça peut être un outil sur les difficultés que vous rencontrez, que vous avez énoncées sur les post-it, à savoir un travail en silo. Donc, ça permet une culture commune de cette problématique et des tenants et des aboutissants de l'adaptation, de la résilience et des enjeux qu'il y a derrière. Ça permet un partage des connaissances aussi dans un écosystème où, là encore, les connaissances, on l'a vu sur le nombre de pages du rapport du GIEC et en particulier du rapport du groupe 2, hein, on voit une évolution assez exponentielle des connaissances. Donc ça permet aussi un partage de connaissances et une mise à jour des connaissances. Ça permet aussi d'avoir un peu des points de repère sur les vulnérabilités de votre territoire, sur les coûts, les dommages liés aux impacts et au changement climatique et de communiquer ça dans le cadre de vos appels à projets, de vos réponses à appels à projets auprès des financeurs. Et puis produire de la donnée utile au secteur a aussi une fonction hein, de système de suivi et évaluation pour construire et puis pour ajuster les plans d'action. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, en revanche, c'est un gros challenge de suivre et d'évaluer, surtout d'évaluer l'adaptation et la résilience. Alors, pourquoi c'est si compliqué? Vous le savez, on a un indicateur universel, quels que soient les pays, et qui fait d'ailleurs l'objet d'objectifs ambitieux
dans le cadre des accords de Paris, mais aussi des politiques nationales, c'est l'indicateur et la métrique plutôt, c'est les émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent COD. Donc, on arrive à les mesurer ça vraiment fait valeur universelle. En revanche, pour l'adaptation, on n'a pas cette métrique qui serait vérifiable partout sur tous les territoires. Donc, on n'a pas un indicateur qui est universel pour dire si oui ou non on est sur le bon chemin en termes d'adaptation. Alors, plusieurs raisons à ça. Le premier, c'est que l'adaptation et la résilience sont vraiment intrinsèquement liées au contexte et aux conditions locales. D'autre part, elle est multifactorielle. Quand on s'intéresse à la vulnérabilité au changement climatique, entrent en jeu des questions et des facteurs économiques, sociaux, culturels, politiques. Et donc, ce côté multifactoriel la rend difficile à saisir et à mesurer. Autre point, c'est que je crois que je vous avais partagé dans les premiers slides l'objectif global d'adaptation dans les accords de Paris, qui reste très générique. Et donc, en fait, on n'a pas un objectif ou des objectifs clairement définis qui caractérisent plus finement l'adaptation au niveau mondial, mais c'est vrai aussi au niveau national et au niveau local. Et donc, mesurer quelque chose qui n'est pas défini clairement est un écueil vraiment particulier. Autre point, c'est que l'évolution des paramètres climatiques est constante et qu'on a différents types d'incertitudes, hein, les incertitudes liées au système climatique et à ses évolutions, comment il va évoluer. On a une incertitude liée à ce système climatique. On a des incertitudes liées aux prévisions et aux projections, puisque certains modèles ont un certain nombre de biais. On ne peut pas représenter la réalité exactement dans un modèle. Donc, il y a des incertitudes liées au développement scientifique. Et donc, voilà, on a un certain nombre de biais là-dedans qui fait que c'est plus compliqué à mesurer que pour le pendant qui est l'atténuation. Et puis, on a globalement, hein, en particulier sur vos territoires, un manque d'informations structurées sur les risques climatiques. Donc, on a des données qui sont éparses, qui sont fragmentées et qui ne sont pas toujours de qualité équivalente. Et donc, il est difficile de renseigner des indicateurs quand bien même on arriverait à les identifier. Donc, globalement, on peut dire que les preuves de la réduction efficace des risques, elles sont difficiles à établir et qu'il n'y a pas de point de référence pour évaluer les progrès ou les lacunes. Et donc, c'est un véritable défi. Donc, pour faire face à ça, si tu peux passer à la slide suivante, il y a beaucoup de travaux en ce moment qui se développent sur quelle méthode on pourrait utiliser pour, quand bien même, travailler sur le suivi-évaluation de l'adaptation. C'est une nécessité au niveau national, au niveau local. C'est une nécessité au niveau global. Si souvent au mois de novembre, vous êtes attentif à ce qui se raconte autour des COP qui ont lieu presque chaque année. Et bien sur le volet adaptation, il y a un gros débat aujourd'hui sur comment on évalue ce Global Goal on Adaptation, l'objectif global d'adaptation, et il y a beaucoup de discussions autour de ça. Donc, j'ai essayé de résumer en fait quel était le panel de méthodes qui s'offre à nous pour tenter malgré tout cet exercice. Alors, on va avoir différents types de méthodes qu'on verra après. On a des méthodes quantitatives, donc ça, c'est des indicateurs qui cherchent à chiffrer, à quantifier à partir de baseline les évolutions de l'adaptation. On a des méthodes aussi qui ont recours à des données qualitatives. On a des méthodes qui combinent les deux. Et puis, on a dans beaucoup de pays hein, du Nord, européens, mais pas que, les territoires insulaires, les petits États insulaires en développement, les pays africains, etc. On a des données qui sont
pas toujours de très bonne qualité ou qui sont, encore une fois, fragmentées. Et donc des démarches participatives peuvent aussi permettre de suivre, et de donner, de renseigner sur là où on en est, qu'est-ce qu'on a réussi à faire en matière d'adaptation. Et puis une méthode, qui travaille, un peu à l'image du GIEC, à dire d'experts. Donc on va mobiliser une série et un panel d'experts pour pouvoir, être, au plus près de la connaissance scientifique, sur, le territoire et de pouvoir, avoir une plus-value en termes de suivi et d'évaluation. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc la première outil, donc vous pourrez aller voir, hein, encore une fois, on vous passera les références de tout ça. Il y a pas mal de documentation disponible. Donc cet outil qui est assez récent, qui est un outil développé par l'IDRI, et qui s'appelle le GapTrack. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre, est-ce que, au niveau mondial, on est sur la bonne voie pour s'adapter au changement climatique? Et la particularité de l'outil, c'est que, il va développer en fait, une méthode pour, fournir à la communauté internationale de l'adaptation une référence commune en partant d'évaluations locales. Et le GapTrack a, pour l'instant, beaucoup été développé sur, des territoires côtiers. Donc l'approche, elle est très simple à comprendre. Elle utilise en fait une matrice de questions, pour l'évaluation avec un système de notation. En gros, ça donne un cadre autour de, ce que ces chercheurs appellent les défis d'adaptation représentative, qu'on verra juste après, et qui facilite en fait une application à différentes échelles, et pour différents types de territoires. On réunit donc, des experts qui sont chargés de partager leur évaluation, donc de préparer et de partager leur évaluation au regard des différents défis, d'adaptation représentatifs. Et ceux-ci sont sélectionnés en fonction de leur expertise scientifique, une expertise et une expérience accumulées sur le terrain, et donc qui fait un peu gage de leur avis d'expert. Et vous allez le voir, ça se synthétise par un tableau de bord qui permet de créer en fait une visualisation et puis un langage commun, pour partager les résultats. Donc les 6 dimensions abordées par l'outil sont les suivantes. D'abord, est-ce que sur le territoire concerné, on a un certain niveau de connaissance des risques climatiques qui soient observés ou futurs? Quel est, le niveau de précision, et par exemple, est-ce que les modèles représentent bien, la situation? Est-ce qu'on connaît bien la vulnérabilité? Est-ce qu'on connaît bien la capacité d'adaptation? Est-ce qu'on a agrégé suffisamment, de données de terrain pour ça? Heu, 2e point, c'est, où on en est de la planification de l'adaptation, et est-ce le territoire a réussi à développer des instruments pour les politiques publiques? 3e point, c'est, est-ce qu'on a une adéquation et une pertinence entre les actions d'adaptation qui sont déployées au regard des risques climatiques observés et identifiés? Est-ce que, on a, des capacités institutionnelles, techniques et financières? Est-ce que, on a des preuves, des progrès, réalisés en matière de réduction des risques? Est-ce qu'ils sont tangibles? Et puis, est-ce que, ces planifications et ces politiques publiques prennent en compte le long terme, dans une trajectoire de long terme, heu, la résilience du territoire. Donc on a, ici, illustré, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a tout un processus en fait, qu'on systématise, tout au long des territoires, sur lesquels l'approche est développée. Si tu peux passer à la slide suivante. Et on arrive à ce type, de visualisation. Donc vous voyez, sur la gauche, la caractérisation du système de notation qui va de 0, en tant qu'expert, je n'ai aucune preuve, jusqu'à 4, il y a une forte contribution, au progrès en matière d'adaptation. Et également avec, une codification, en termes de niveau de confiance qui est utilisée par le GIEC, donc qui va de faible, moyenne ou élevée. Et donc l'idée, c'est de représenter en fait sur, le schéma de droite, à la fois, les points forts et les points faibles. Ici, ça a été appliqué au Sénégal.
les points forts et les points faibles sur l'ensemble des 6 domaines d'action, des 6 défis d'adaptation dont je vous ai parlé, et d'identifier à travers les petits points, est-ce qu'on a un niveau de confiance plus important ou moindre. Donc là, globalement, on a une bonne connaissance, selon les experts, de l'ensemble des défis et du niveau qu'atteignent ces défis. Et on a 1 ou 2 points sur lesquels, par exemple, les futurs risques climatiques, on a un peu moins de certitude, et on a un peu moins de preuves sur la réduction effective et tangible des risques de catastrophe. Donc voilà comment on peut travailler aussi en mobilisant sa communauté scientifique. L'outil est disponible, et nous on ne l'a pas testé encore, mais l'outil est disponible et vous pouvez aller sur Internet. Encore une fois, on vous donnera les liens si ça vous intéresse. Alors l'outil suivant, c'est un outil qui est pour le coup assez développé, assez répandu, et que vous connaissez si vous déposez des projets, en particulier des projets européens. Donc c'est utiliser en fait le cadre logique. Donc le cadre logique, c'est un cadre qui vise à raconter comment le programme va apporter du changement sur le territoire, en définissant un objectif global, un ou des objectifs spécifiques, des résultats attendus et des activités. Et donc cette logique d'intervention, elle est traduite selon ces différents termes. Et à chacun de ces différents termes, on adosse des indicateurs, et on va sélectionner du coup des indicateurs qui sont objectivement vérifiables. Ce que nous, on propose d'ajouter, on l'a fait c'était au Sénégal également, on propose en fait d'intégrer des paramètres, en tout cas une veille sur l'évolution du territoire, sur l'évolution du climat, et des paramètres climatiques en lien avec les services météo, des services ou des instituts de recherche qui sont en charge de programmes qui permettent d'avoir des projections climatiques affinées. Donc si on prend par exemple l'objectif global qui était là au Sénégal, d'accroître la sécurité alimentaire, on a donc un certain nombre de paramètres climatiques qu'on va suivre, comme par exemple l'évolution des précipitations annuelles. Donc là, le service météo national va partager auprès de la direction, c'est une direction au ministère de l'Environnement qui pilote ce système de suivi-évaluation, et va leur partager chaque année cette donnée. Ensuite, au niveau de l'objectif global, on peut avoir des indicateurs d'impact, des indicateurs d'effet, donc en l'occurrence le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ensuite, l'idée c'est d'affiner un peu plus, et en termes d'objectifs spécifiques, cette question de sécurité alimentaire se déclinait à travers une volonté d'augmenter la résilience de la riziculture à la sécheresse, avec des précipitations qui sont de plus en plus aléatoires. Et donc, pour pouvoir suivre cette partie de la résilience, l'indicateur qui a été sélectionné, c'est l'augmentation des rendements par hectare en période sèche. Au regard de cet objectif spécifique qui avait un focus sur la résilience de la riziculture à la sécheresse, en termes de résultats attendus, c'était les périmètres irrigués sont étendus et les paysans sont formés aux pratiques d'agroforesterie. Et là, de la même manière, comme vous le voyez, on a des indicateurs qui permettent de suivre cela. Le nombre d'hectares irrigués, donc ça c'était plutôt transféré par les directions qui étaient remontées au niveau national au ministère de l'Agriculture, par les directions régionales de l'agriculture, le recensement agricole, et évidemment à travers les programmes de formation, le nombre de personnes formées. Et puis en termes d'activité, monter et mettre en place des sessions de formation. Et donc là, on peut avoir des indicateurs de moyens, X
nombre X formations réalisées et montées. Donc voilà comment ça peut permettre aussi ce type d'exercice qui peut être un peu rébarbatif, hein. Il y a un petit côté techno derrière ça. En revanche, ça permet de clarifier quels sont les objectifs et quelle est la théorie du changement derrière. Qu'est-ce que j'attends comme résultat dans la mise en œuvre de mes actions et donc aussi de structurer en fait les actions qui sont attenantes. Si tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble, pardon. Donc c'est une grosse base de données, hein, le système de suivi et évaluation que l'on a pu mettre en place au Sénégal, avec toute une série d'indicateurs. Si tu peux passer à la slide suivante. Chaque indicateur a donc sa fiche indicateur. Donc ça peut être des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs. Et là, donc, on a décrit le secteur concerné, la définition de l'indicateur pour que les personnes en charge du suivi et évaluation dans chaque secteur. Donc là, on travaille au niveau national, hein, donc on est sur quelque chose qui est assez étendu, mais en tout cas, les personnes qui sont en charge de remonter l'information soient bien formées sur l'indicateur. Également, dans ce type d'exercice, on va aller mobiliser en fait, on s'est appuyé que sur des indicateurs existants. Donc il y a eu un travail en amont d'identification des indicateurs disponibles et en quoi ils pouvaient être utiles pour suivre et évaluer l'adaptation au changement climatique. Mais il s'agit bien dans ce cadre-là, de ne pas créer des choses, mais plutôt de s'appuyer sur l'existant pour être dans une démarche pragmatique. Et donc après, on a, en termes de données, toutes les informations, les méthodes de calcul, les unités de mesure, etc., qui sont nécessaires pour bien calibrer et bien mettre en place ce type de système. Donc, si tu peux passer à la slide suivante. Donc, ce que je vous le disais, hein, c'est, bon, vous le voyez, il y a une dimension donnée, évidemment, mais il y a aussi une dimension liée vraiment au dispositif que vous mettez en place derrière. Et c'est ça qui me paraît important dans le cadre de l'ensemble de ces sessions de formation consacrées au mainstreaming de la résilience. C'est comment je vais faire circuler mon information. Donc là, ici, on avait le choix qui a été fait, c'est d'identifier un point focal par secteur. Donc un point focal agriculture, un point focal élevage, un point focal ressources en eau, etc., qui lui va se connecter avec les personnes de son service ou de son ministère ou de ses directions régionales pour faire remonter la donnée. Ensuite, l'ensemble de ces points focaux transmettent l'information et les données à un comité technique qui est composé de différents acteurs clés du ministère de l'économie. Comme je vous le disais sur les précédentes sessions, cette connexion me semble vraiment essentielle. Donc, qu'il s'agisse de ministère ou de services, hein, cette connexion, parce que souvent les ministères de l'économie, du plan, des finances et du budget ont beaucoup d'informations, ont accès à beaucoup de données, donc se connecter à eux me semble vraiment très important. Et puis, dans ce comité technique, il y avait aussi eu un certain nombre d'instances d'entités qui ont été associées pour faire l'assurance qualité et donc s'assurer que les indicateurs sont pertinents, que la manière dont ils sont renseignés sont pertinents et de pouvoir donner un avis d'expert une fois que le reporting est prêt. La division changement climatique qui fait donc la synthèse de l'ensemble des éléments dans des formats adaptés en fonction des destinataires. Donc là, pour le coup, il y a un rapportage à la CNUC, mais peu importe, l'idée c'est qu'il y ait vraiment une entité qui soit en charge de, encore une fois, rédiger ces synthèses à partir de ce que vont raconter les indicateurs mis en place. Si tu peux passer à la suivante. Alors, une autre démarche sur laquelle vous allez un peu retrouver des choses similaires, là encore, c'est une démarche qui combine des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Donc, tout ne se joue pas dans le quantitatif, hein, même si, évidemment, pour les financeurs, par exemple, ça va être des données qui sont un peu clés, mais on peut aussi dire des choses pour, par exemple, suivre l'état
d'avancement des options d'adaptation et pouvoir réorienter. Donc là, s'il s'agit d'un outil développé par un think tank qui fait pas mal de recherches et de travaux sur les questions de résilience et d'adaptation qui s'appelle IID. Et là, ils ont développé un outil qui, en fait, fait une connexion entre en quoi le développement économique permet l'adaptation et la résilience, et en quoi la résilience sert aussi au développement général et au développement économique en particulier. Donc là, de la même manière, hein, ce que je vous disais, c'est en fait, il distingue différents types d'étapes pour la mise en place de l'outil. Donc, ils ont une phase de pré-design, une phase préalable en identifiant des points d'entrée. L'objectif de ce système de suivi-évaluation, à qui va s'adresser l'outil? Est-ce qu'on cherche plutôt à avoir un point d'entrée par secteur? Est-ce qu'on va chercher à avoir un point d'entrée territorial, tout secteur confondu? Est-ce qu'il va porter sur certains projets ou certains programmes spécifiquement? Ensuite, est-ce qu'on va s'intéresser aux différents drivers, donc aux différents facteurs de vulnérabilité, de capacité d'adaptation, de gestion des risques et des événements extrêmes? Et puis, quels sont les acteurs clés qu'il va falloir embarquer dans ce dispositif? Et puis aussi mettre l'accent sur la nécessité d'identifier en fait des populations cibles sur laquelle le focus va être fait pour suivre l'adaptation. Donc en gros, des populations qui vont être, ou des parties de territoire qui vont être particulièrement impactées par le changement climatique et sur lequel le focus du système de suivi-évaluation va porter et va chercher à avoir des données, des informations affinées. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, alors l'outil est disponible pour beaucoup en anglais, mais il y a aussi des choses disponibles en français, mais tout n'est pas disponible en français. Et donc, la particularité de cet outil, c'est que il propose en fait pas à pas de réfléchir dans ces étapes préalables à une théorie du changement. Donc, en gros, quel est par exemple, si je veux, donc, sur la partie gauche du slide, là, vous avez différents types d'interventions, d'activités liées à la résilience. Donc, par exemple, si je veux améliorer ma gestion des risques de catastrophe à travers l'amélioration de l'analyse de la résilience de mon système de transport, eh bien, je vais chercher, du coup, à identifier des indicateurs qui soient pertinents, en particulier l'usage de projections climatiques pour juger de la sévérité et de l'importance des événements extrêmes et de leur impact, la capacité à identifier les mesures de protection, et puis la capacité à identifier les incidents sur le système de transport, etc., etc. Donc vraiment, l'idée, c'est encore une fois d'identifier le changement que je souhaite à travers mes options d'adaptation. Et je crois que c'est un peu clé à la fois dans la réflexion sur le système de suivi-évaluation, mais ça peut vous être utile aussi pour clarifier vos objectifs d'adaptation. Alors, pour dimensionner la démarche, donc là encore, hein, je m'appuie sur des documents qui vous seront partagés, qui sont utiles. Là, c'est un outil de l'ADEME, donc l'agence française pour la maîtrise de l'énergie historiquement, et donc qui travaille beaucoup sur ces questions d'adaptation. Donc en gros, on peut rentrer dans un dispositif de suivi-évaluation à différentes étapes. L'idéal est de le démarrer le plus tôt possible, au moment du diagnostic de vulnérabilité et de risque climatique, et au moment de la conception de la stratégie et du programme d'action, puisque ça va permettre, encore une fois, ce travail sur la théorie du changement, sur quels sont mes grands objectifs, et de structurer ensuite tout le système qui puisse s'adosser à ce programme d'action. Donc, on a un temps de préfiguration et puis ensuite on le décline sur la mise en œuvre
donc l'évaluation pendant, donc l'évaluation et le suivi in itinéré, et puis une fois que l'action est terminée, une évaluation ex post. Si tu veux. Donc, pour dimensionner la démarche, les étapes, on vous les a remises ici, mais c'est assez classique, c'est réfléchir au contexte, donc, et identifier la finalité et les utilisateurs cibles. Donc, est-ce que je veux que mon système de suivi et évaluation il soit plutôt orienté vers des financeurs, auquel cas on va avoir besoin d'indicateurs quantifiés? Est-ce que je veux orienter ça vers pour dépasser le travail en silo des différents secteurs? Et donc, j'ai besoin de connaître, d'avoir des informations remontées sur l'évolution des paramètres climatiques, mais aussi des informations utiles à chacun des secteurs que je veux associer. Est-ce que je veux associer et informer les citoyens, les communautés sur ce que je mets en place et encore une fois sur l'évolution des risques climatiques en parallèle? Le focus peut être sur le processus, c'est-à-dire témoigner du fait que, et donc rendre compte aussi dans une logique de transparence envers mes concitoyens sur le processus qui est mis en œuvre. Donc, je veux témoigner des différents types d'activités et de leur avancement. Ou est-ce que je veux communiquer plutôt sur les résultats obtenus? Quelles sont les données nécessaires et les informations qui sont nécessaires? Et donc, c'est à ce moment-là qu'intervient la définition des indicateurs spécifiques à l'adaptation, ou quand vous utilisez des indicateurs existants, en quoi cet indicateur m'est utile pour suivre et évaluer la résilience. Troisième étape, c'est quelles sont les institutions et les ressources à impliquer. Donc, est-ce que il faut les services liés enfin, qui ont des données sur le recensement agricole? Est-ce que c'est les opérateurs de transport? Est-ce que c'est des opérateurs du secteur du tourisme? Donc, j'ai vraiment besoin d'identifier l'ensemble des institutions. Autre point qui est important, c'est comment est-ce que je vais réussir à synthétiser l'information, qui va aussi heu, peser dans le poids, dans le choix des indicateurs. Et autre point, c'est à cette étape, c'est aussi utiliser les systèmes de suivi évaluation existants. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'il y en a? C'est une approche raisonnée et raisonnable qui peut permettre dans un premier temps de ne pas surcharger en fait les services en place, mais de bien de se baser sur eux et du coup de les faire évoluer dans leur scope. Et ensuite, comment est-ce qu'on va communiquer les résultats et sur quelle fréquence? Donc, est-ce que c'est une fois par an? Est-ce que j'utilise un moment précis de l'année, par exemple en amont de la programmation budgétaire, pour communiquer sur ce suivi, évaluation et les résultats de mon SSE? Donc, slide suivante. Alors, les différents types d'indicateurs, on y vient parce que je pense que c'est quand même un passage obligé. Donc, la plupart des dispositifs ont des indicateurs qualitatifs, quantitatifs. Donc, un indicateur, c'est utile pour décrire une situation existante et en suivre les évolutions dans le temps. Pour chaque indicateur, pour les construire sans rentrer dans le détail ce soir, mais vous donner quelques points de repère, il est nécessaire d'avoir un certain nombre de critères de qualité. Donc, il doit être pertinent, donc il doit permettre de mesurer ce que je veux suivre. Il doit être mesurable, donc d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'aide de données ou à l'aide de démarches plus qualitatives, d'entretien, etc., qui sont conduits de manière récurrente. Évidemment, pour pouvoir mesurer les évolutions, il faut une baseline, donc une base de données de référence qu'il va falloir établir au démarrage de ce système de suivi et d'évaluation. D'où l'idée en fait de le démarrer dès le diagnostic de risque, puisque vous pourrez utiliser en fait le diagnostic de risque pour établir cette baseline et des valeurs cibles, et du coup d'avoir un moyen de vérifier sa valeur. Alors là, en fait, il y a juste pour vous donner et affiner un petit peu votre connaissance des indicateurs, en fait, il y a différents types d'indicateurs avec différents types de précision, attendues.
Donc, qu'est-ce qu'on demande à l'indicateur et quel niveau de précision on demande à cet indicateur de renseigner? Donc là, ça vient aussi d'un travail que nous avons effectué avec Laetitia pour l'Agence européenne de l'environnement, où on a analysé plus de 70 plans climat locaux en Europe et de regarder en fait quel était le niveau d'implémentation de systèmes de suivi et évaluation et quel était le type et la nature en fait des indicateurs qui étaient utilisés dans ces plans. Donc le premier type d'indicateur, c'est des cibles. Donc par exemple, ce serait pour le les enjeux de sobriété carbone, ça pourrait être de dire, voilà, je veux atteindre une réduction de 30 de mes émissions de gaz à effet de serre sur mon territoire, pour tel secteur. C'est plus difficile, de trouver ça, en matière d'adaptation et de résilience. Ce qu'on avait pu identifier dans des plans, c'était formulé de manière assez générique, c'était, la résilience climatique est intégrée dans toutes les politiques locales sectorielles. Donc ça peut être un indicateur qui fixe une cible en fait et un objectif à atteindre. Autre type d'indicateur, c'est les indicateurs qu'on appelle input ou intrants. C'est pas très bien traduit en français, mais on a du mal à le traduire celui-ci. Mais c'est en gros, on essaie de miser sur un certain nombre de ressources et de volumes financiers et de capacités pour atteindre notre objectif. Donc là, par exemple, l'indicateur, ça va être le volume de financement mobilisé sur les projets et effectivement dépensé. Autre type d'indicateur, c'est des résultats d'activité. Donc, on appelle ça output en anglais, qui va se distinguer d'outcome. Donc là, c'est plutôt vraiment les résultats d'activité, le nombre de personnes formées, par exemple, sur la résilience, le nombre de sessions de formation dispensées sur la résilience. Et sur l'autre type d'indicateur, le pendant qui est l'outcome, ça va être l'évolution des personnes formées dans leur compréhension de la résilience. Donc là, c'est plutôt le résultat en termes de changement qui résulte de la mise en œuvre de l'activité ou des actions d'adaptation ou des politiques. Donc un autre exemple, c'est l'évaluation de l'évolution des zones désimperméabilisées. Donc on avait trouvé ça également dans certains indicateurs, certains plans que nous avions analysés. Autre dernier type d'indicateur, c'est les impacts. Donc là, encore une fois, tiré d'un exemple européen, c'est la capacité des espaces verts à lutter contre les îlots de chaleur et les phénomènes météorologiques violents. Donc voilà grosso modo comment on peut réfléchir à ces indicateurs. Tu peux passer. Autre point d'entrée, c'est est-ce que je me situe au niveau du territoire, de la stratégie ou du plan d'action? Et donc là encore, on aura différents types d'indicateurs. C'est intéressant de l'avoir en tête juste pour un peu formaliser les choses si vous arrivez à cette étape-là. Donc des indicateurs détails de contexte au regard de la politique, mais aussi au regard du contexte climatique, des indicateurs qui portent sur la finalité de la politique, la stratégie et les résultats, et des indicateurs de suivi des actions. Alors juste là, vous donner, en fait, j'ai deux exemples, j'ai celui-ci et celui juste après, qui sont des exemples d'indicateurs composites. Alors des indicateurs composites, ils visent évidemment à, de par leur nature, de par leur composition avec multifacettes, à renseigner de manière plus précise, à donner plus d'informations et de les synthétiser dans un seul et même indicateur. La difficulté de ce type d'indicateur, c'est de réussir à le lire et à le comprendre. Et pour des décideurs, c'est pas toujours facile de transmettre tout ce que comporte et tout ce que revêt comme dimension ce type d'indicateur. Donc là, un indicateur qui est assez connu, c'est indicateur INFORM, qui a été fait pour mesurer les enjeux de gestion des risques de catastrophe. Et donc, il se compose en fait, comme vous le voyez, de 3 dimensions, exposition, vulnérabilité et capacité de réponse. Et derrière ces 3 dimensions, on a une multiplicité d'indicateurs avec des calculs en fait pour les agréger. Et donc, l'un des avantages de ce type d'indicateurs composites, c'est qu'on peut utiliser en fait
ce cadre pour aller renseigner en fait ces composantes de mon territoire et de gagner en fait en précision. Donc nous, on avait travaillé sur un contexte africain également et on n'avait pas renseigné l'ensemble des indicateurs. Donc il y avait des indicateurs qui étaient déjà disponibles, soit sur des bases de données existantes, des bases de données de centres de recherche ou des bases de données de bailleurs de fonds qui avaient ce type de données. Mais on l'a aussi renseigné en termes, à travers des enquêtes de terrain, qui peuvent être aussi une solution quand la donnée n'existe pas. Et le dernier exemple, donc ça c'est un exemple dont vous avez peut-être entendu parler. Je pense que le Green Overseas Programme cherche à déployer ça pour les territoires d'outre-mer. Donc là, c'est un index qui est composite également, qui est multidimensionnel pour en fait aller renseigner le niveau de vulnérabilité et les difficultés en tout cas le manque de capacité de résilience par pays. Donc de la même manière, derrière, on a différents indicateurs qui composent cet indice composite. Donc on a des indicateurs, par exemple, derrière, qui agrègent le revenu par habitant du territoire, le nombre de chocs en termes d'événements extrêmes, mais aussi ça agrège également des indicateurs économiques. Donc l'exposition, par exemple, liée aux fluctuations des prix pour les produits importés, et aussi les indicateurs liés à la vulnérabilité sociale. Donc, par exemple, l'exposition à des chocs liés aux problématiques de santé, donc typiquement le Covid. Je ne vais évidemment pas vous détailler tous les indicateurs qu'il y a derrière, mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a aussi de vous partager cette information, qu'il y a des recherches un peu en cours. Ça, c'est un indicateur, un indice qui a été développé par un panel d'experts, donc qui jauge de la pertinence d'agréger et de la manière d'agréger ces différents indicateurs et de pouvoir, encore une fois, il y a une démarche en cours qui avait été présentée à la dernière COP par l'équipe de Green Overseas pour pouvoir discuter de l'opportunité de pouvoir appliquer ça et de développer ça sur vos territoires. Donc juste pour que vous soyez au courant de ces éléments-là. Donc voilà sur les différentes méthodes, les différents outils. Donc encore une fois, on va vous inviter à aller vous renseigner sur ces différents outils. On vous passera à l'ensemble des documents et des liens qui pourraient vous être utiles. Je ne sais pas s'il y a des questions, pardon, mais moi, ce que je proposerais, c'est de pouvoir y répondre peut-être dans les sous-groupes, puisqu'on a prévu, en fait, de vous faire expérimenter un petit peu à la fois la partie dimensionnement et la partie indicateur en sous-groupe. Alors, je ne sais pas combien on est ce soir. Est-ce qu'on est 18 donc, 18, ouais. Ouais. Vas-y. Non, je te laisse peut-être expliquer pendant ce temps. Du coup, je vais pouvoir préparer les. Oui, donc on va vous faire basculer groupes. ouais, on va vous faire basculer sur. Oui, allez-y, monsieur Mériadec. Désolé, une question. Vous imposez, bon, entre guillemets, le choix du cadre logique, c'est parce que c'est toujours le document de référence pour les financements européens? Alors, le choix du cadre logique, disons qu'il c'est un cadre de référence pas que pour les financements européens, mais en général les demandes de financement. Donc, en effet, ça a cet avantage-là. Après, c'est aussi tout simplement un outil qui permet de structurer en fait la réflexion et d'articuler différents niveaux d'indicateurs. Donc, c'est aussi un choix pragmatique d'opter pour cet outil.
Ok, parce que en fait, quand on a eu, à l'époque où j'étais à la mairie de Nouméa, quand on en a eu besoin, on avait bénéficié d'une formation spécifique pour pouvoir l'utiliser. Donc, je sais pas si ça rentre dans le cadre ou pas, Vous ou est-ce voulez que dire c'est envisageable? pour utiliser le cadre logique? Ouais, ouais, ouais. C'était tous les appels de fonds dans le cadre des contrats de ville et d'agglomération après il avait été acté qu'on les fasse sous le format du cadre logique Ouais. et on avait bénéficié d'une formation spécifique. L'ensemble de la chaîne qui avait des opérations Mm, potentiellement disposées de ces financements avait été contraint d'être monté sous ce format-là. Ouais, tout à fait. Non, après, je Parce pense que qu'il n'y a pas une obligation spécifique de passer par là. Je pense que sans être des experts du cadre logique, on arrive assez facilement à décliner un plan climat, par exemple, entre les grands objectifs, les objectifs spécifiques et les résultats attendus, en fait. Ça permet juste d'être en dialogue, en fait, avec ceux qui portent les actions et de clarifier les résultats attendus et du coup d'y adosser des indicateurs. Je pense que sans être un expert du cadre logique et sans forcément avoir fait une formation préalable, mais c'est tant mieux, enfin c'est d'autant plus une force si vous avez pu participer à ces formations, on peut s'en sortir, quoi. C'est ça que je veux dire. Mm. le souci qu'on a aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à l'ingénierie financière. Et donc, si on monte nos dossiers sous le format cadre logique, même en interne, hein, ça nous évite de les refaire deux fois, quoi. Tout à fait. Parce que les documents que nous demandent nos directions budgétaires, administratives et financières sont un format qui n'est pas forcément celui-ci. Et donc, si on arrive à distiller une culture commune sur la base d'un d'un modèle de financement, de demande de financement qui serait à peu près homogène, si ça dépasse le cadre européen, ça nous faciliterait quand même grandement la tâche, nous, quand on est sur nos opérations techniques et qu'on fait des appels de fonds via des appels à projets, en fait. Mm, mm. Ok. Mais oui, oui, je pense que ça peut être un outil intéressant. Il y a un commentaire de Caroline de l'ADEME, l'outil TACT, en effet. Donc, les différentes, si tu peux revenir juste quelques slides en arrière. Ouais. Oui, non, pardon, après. Alors, il y a celui-ci, donc ce visuel, celui d'avant, voilà. Donc, il y a ce visuel et celui où il y a les différents niveaux, là, territoire, stratégie. Donc, c'est en effet issu des, des outils TACT. Donc, TACT, Caroline, peut-être vous voulez le présenter, mais il y a une partie c'est toute une série toute une suite en fait d'outils pour vos territoires qui vise à vous mettre à disposition à la fois comment dire, des manuels, mais Les aussi méthodologies. des outils Excel qui permettent en fait à la fois de diagnostiquer vos risques, de développer le suivi-évaluation. Donc, il y a un Excel aussi euh, dédié au suivi-évaluation et travailler sur l'aspect trajectoire. Non, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'aspect trajectoire dans ce soir. On ne peut pas tout aborder en 2 heures, mais je vous invite à aller consulter en effet alors l'aspect trajectoire qui pour moi est plutôt un outil de planification que de suivi-évaluation et d'avoir une planification qui permette de, d'avoir plusieurs itérations dans le temps sur le court, moyen et long terme en fonction des évolutions climatiques. En tout cas, ça fait partie des documents vers lesquels on souhaitait vous référer pour l'ensemble des sessions, en effet. Et l'ensemble des méthodes TACT sont disponibles en ligne gratuitement avec l'ensemble des Excel qui sont associés. Est-ce que Sophie ou Caroline, vous souhaitez dire un petit mot des outils de l'ADEME? Merci Sandrine, bonjour, bonsoir. Oui, bah, c'est vrai que à l'ADEME, on a quand même plusieurs outils qui existent déjà depuis un petit moment. Et c'est vrai que pour tous les acteurs qui se lancent justement sur
la thématique de l'adaptation, l'enjeu c'est de regarder un peu tous les outils, je pense, qui sont disponibles pour que chacun trouve chaussure à son pied d'une certaine façon. Donc c'est important, je pense, d'informer toutes les parties prenantes qui veulent s'engager dans des démarches d'adaptation, d'avoir une idée un peu de l'existence de chacun des outils, leurs objectifs, les points forts, les points faibles, pour au moins choisir l'outil adapté. Donc c'est vrai que voilà, nous, à l'ADEME, on connaît voilà, l'outil TACT. Clairement, moi, c'est quelque chose que, et je laisserai là peut-être Sophie compléter pour la Polynésie, mais c'est un outil qu'on souhaiterait développer dans les territoires du Pacifique. Alors c'est vrai que tout est gratuit, tout est en ligne en français. Il y a vraiment un accompagnement assez détaillé, exhaustif, avec une démarche pas à pas. Le premier niveau, c'est peut-être la disponibilité des risques et des données météo qui sont manquantes pour la Nouvelle-Calédonie. Donc on voulait justement regarder avec Sophie, voir comment on pouvait adapter l'outil pour qu'on puisse avoir ces données d'entrée directement accessibles pour les acteurs locaux. Voilà, je me permettais d'en parler, c'est pas pour Oui, faire vous la avez promotion raison. des outils de l'ADEME, mais au moins pour informer les acteurs et les participants qui connaissent peut-être pas cet outil. Tout à fait, vous avez bien raison. Merci. Très bien, merci à vous. Je peux Oui, juste bien compléter, sûr, pardon, Sophie bien de sûr, l'ADEME bien sûr, allez-y, Polynésie. pardon. Donc, juste pour dire, effectivement, l'outil TACT, c'est effectivement pas un outil directement d'évaluation, c'est un outil, c'est une trajectoire, c'est un outil de management de la gestion de l'adaptation et qui permet de se réadapter justement au fur et à mesure de ce qui est mis en place et des données entrantes qui évoluent régulièrement. Donc, ça permet de réajuster son chemin pour arriver au même objectif. Mais c'est plus, oui, un outil de management que de suivi. Mais les outils suivis sont dedans. Et effectivement, le problème pour nous, c'est tout en Calédonie, c'est le problème des données. Voilà. Juste pour la petite parenthèse. Merci. Eh oui, tout à fait. Merci de vos contributions. Et pour le coup, on parlera de ces outils donc qui permettent en fait de planifier à différentes échelles temporelles, donc sur le court, moyen et long terme, en fonction et de réajuster en fait votre panel d'activités en fonction de l'évolution des paramètres climatiques. Donc on abordera ça en fait dans la formation sur je crois que c'est la prochaine session de formation sur la gestion côtière, enfin sur la compréhension des problématiques côtières, des outils, là, pour le coup, beaucoup plus techniques liés au management côtier. Et il y a une partie sur ce type d'outils liés aux trajectoires d'adaptation. Donc, on y reviendra. Alors, du coup, sur l'exercice qu'on vous propose, donc on vous propose 2 rounds de 10 minutes. Et on va vraiment essayer de rester à 10 minutes par round, histoire d'avoir 5 minutes pour avoir un dernier temps d'échange ensemble, en plénière. Donc, le premier round, c'est cette étape de prédimensionner un système de suivi-évaluation. Donc, vous imaginez que vous êtes en charge de prédimensionner un SSE pour votre territoire ou votre secteur, et on vous demande de définir la finalité, l'échelle et les utilisateurs cibles. Donc, pour rappel, en termes de finalité, on peut être sur de l'apprentissage, donc générer des connaissances, sur de la responsabilité, rendre des comptes aux parties prenantes, et être sur la gestion adaptative, c'est-à-dire vérifier qu'on est sur la bonne ligne et qu'il faut ou pas réadapter en fait les activités prévues. Donc ça, c'est le premier round, 10 minutes, avec toujours les petits post-it. Et le deuxième, on va vous demander donc vous êtes souvent en train de mettre en œuvre ou vous planifiez une action au minimum de résilience. Donc, est-ce que vous pouvez définir un objectif spécifique, un résultat attendu, et au regard de chacun de cet objectif et résultat attendu, 1 ou 2 activités correspondantes et un indicateur par activité. Voilà, on va faire simple, on va faire un objectif spécifique, un résultat attendu, une activité et un indicateur pour chacun de ces 3 niveaux, activité, résultat attendu et objectif.
J'ai mis le lien dans le chat du Miro. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire tout de suite si vous avez des difficultés pour y accéder. Et puis, on pourra vous aider. Et je vais lancer les groupes. À tout à l'heure. Merci. Peut-être juste un petit commentaire oral et puis tout le monde revienne. Je vois que de votre côté aussi, les tableaux sont bien remplis une nouvelle fois. Alors oui, globalement bien rempli. Bon, il y avait que 2 territoires qui étaient participants, donc un exercice réalisé par ces 2 territoires. Donc globalement, bon, le prédimensionnement, visiblement, c'est assez clair pour les participants ils ont plutôt en tête, vous avez plutôt en tête l'objectif et les finalités en fait d'un système de suivi et évaluation qui pourrait être décliné sur votre territoire. Ce qui est plus compliqué, c'est l'espèce d'exercice en fait du mécanisme à prendre pour surtout sur les résultats attendus. Je crois que ça a posé un petit peu problème. Voilà, c'est un peu une mécanique à saisir et puis il faut s'y roder. Donc sur les indicateurs, on était plutôt on avait les 2, plutôt des indicateurs d'impact. Ok, moi j'ai pas eu le temps de tout lire non plus. Il y avait une petite question au sujet de la signification de l'échelle. De quoi on parlait exactement? Est-ce Ah que oui. c'était l'échelle spatiale? Est-ce que c'était Ah oui, tout à fait, ouais. le niveau d'analyse sur cette question-là? Ensuite, peut-être aussi une confusion, j'avais vu entre les indicateurs et puis les résultats entendus également. Mais sinon, je pense que voilà, en s'appuyant sur des exemples de SSE déjà en place ou d'expériences passées, il y avait une assez bonne compréhension du cadre. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions sur cet exercice ou plus largement sur la session de formation. Et puis, on va pouvoir vous dire au revoir. À bientôt. Tu dis un petit mot des suites, du coup? Alors, Peut-être Julie aussi pour est-ce que le je l'ai petit mot toujours de avec clôture. nous? Bah, en tout cas, voilà, donc c'était effectivement la dernière séance de cette session de formation. On avait voilà, l'ambition d'essayer de vous partager des clés de compréhension sur qu'est-ce que c'est que l'intégration de la résilience dans les politiques publiques, les politiques sectorielles. Qu'est-ce qu'on entend par là? Quels sont les principaux obstacles que vous pourriez rencontrer, les principaux clés et leviers à mobiliser et avec quelques exercices pratiques.
La communauté, en tout cas ce premier axe de travail de la communauté résilience ne s'arrête pas là, puisqu'on va continuer sur d'autres activités qu'on a pu mentionner, que ce soit le catalogue de bonnes pratiques, où on va reprendre notamment les éléments du screening qu'on vous a présenté en session 2 et en faire une synthèse appropriable pour vous et faire ressortir des exemples clés, et puis cet outil aussi d'auto-évaluation en cours de développement. Également un forum un peu plus sur le temps long, organisé en octobre. On aura l'occasion de vous transmettre plus d'informations à ce sujet. Je vois qu'il y a une question de... Oui. Donc, c'est des de- demandes, en fait, où sont les documents, où sont les PowerPoint, où sont les enregistrements. Donc, je crois que c'est 10 jours, hein, c'est ça, le temps que les enregistrements soient coupés là où il faut, pour qu'il n'y ait pas de longueur inutile. Donc, je crois que c'est une dizaine de jours, si je ne me trompe pas, par l'équipe de Green Overseas. Et pour les PowerPoint, je pense qu'on pourra les mettre sous peu, là, dans les jours qui arrivent. Ouais, il faut qu'on réunisse nous tout le matériel, également essayer de... On a noté à chaque fois vos demandes de ressources, de liens qui peuvent vous être utiles. Donc, on va essayer d'en faire des packages un peu, mettre ça à votre disposition sur la plateforme. Et pour rappel, donc tout est sur la plateforme Green Overseas. On va remettre le lien dans le chat. Il faut créer un compte, vous inscrire juste avec une adresse et un mot de passe. Et c'est donc Expertise France qui est l'équipe informatique qui doit valider votre compte, mais ça prend juste quelques jours. Et puis ensuite, vous avez accès à la plateforme qui non seulement vous donne accès aux ressources de notre communauté, mais également aux autres communautés du programme, qui vous donne accès à un calendrier des activités à venir, qui vous donne accès à une liste de contacts aussi si vous voulez rentrer en contact avec des personnes non seulement des territoires francophones, mais également rattachés au UK et aux Pays-Bas. Donc, on ne peut que vous encourager à la rejoindre. Peut-être la question de Steven avant de vous passer le mot de la Ouais, fin, c'est un peu Julie. la même problème, la même interrogation là par rapport à la plateforme. Ça sera rangé dans quel fichier, dans quel dossier, parce qu'on sera dans Facilité Go, dans Community Go, dans Forum, ou dans Actualité, parce que je vous avouerai que si on ne sait pas où on doit chercher, ça va être donc si vous pouviez nous indiquer où, dans quel dossier vous nous aurez, est-ce que c'est dans les outils, est-ce que c'est croisé? Et l'autre question, on est bien d'accord pour l'annuaire, c'est que les membres inscrits à Green Overseas, on n'aura pas forcément l'ensemble des intervenants Oui. de la session de ces 2 dernières semaines. Alors, est-ce qu'il est possible aussi d'avoir la liste des acteurs Alors, pour des raisons pour participer? de gestion des données privées, on ne va pas forcément pouvoir, on va vérifier, mais vous donner directement les contacts de tous les participants. En tout cas, au moins le nom des gens qui ont participé, s'ils sont d'accord. Parce que je dois voir que ça m'intéresse à titre d'une action bénévole. J'ai besoin de contacter Wallis et Futuna et la Polynésie concernant l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques, qui essaie de même monter un groupe sur les outre-mer. Et aujourd'hui, on n'a pas d'interlocuteur polynésien ni wallisien et futunien. Ok. Donc moi, je veux bien qu'on donne mes contacts à tout le monde. Moi, je suis inscrit dans l'annuaire et à la limite, si vous pouvez donner mon contact à tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, si ça les intéresse, je leur expliquerai en quoi il ressort et je profite de votre plateforme. Je vous en remercie. Très bien. Eh ben, on note. On a aussi noté pour les personnes intéressées de tester l'outil. Vous avez un contact dans le chat directement, Monsieur Merriel. Merci beaucoup. Voilà. Et sur la question de l'emplacement sur la plateforme, alors j'ai plus exactement en tête, mais c'est assez simple de retrouver. Il y a un onglet ressources et dans l'onglet ressources, vous pouvez choisir la communauté résilience et là-dedans, il y aura un dossier session de formation où seront rangées normalement les ressources. Dans les outils de communication? Non, justement, il y aura un partie dossier à part. communauté. Ah, part, ok. Quand on cliquera sur ressources, aujourd'hui dans ressources, il y a annuaire, médiathèque, outils de communication, documentation, foire aux questions. Il me semble que ce sera dans la partie communauté, résilience. D'accord. Et ensuite, il y Communauté aura un Go, et dossier puis ça formation. sera. Ok. Et notre communauté, elle s'appelle là pour aujourd'hui, dans le cadre de Résilience cette au session. changement climatique. Ok, merci.
On pourra peut-être faire un petit mail quand les documents et les enregistrements seront prêts, comme ça, vraiment en identifiant le lieu sur le cloud. Voilà, on remettra le Ouais. chemin d'accès, effectivement. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup à vous pour toutes vos contributions, vos participations qui nous ont été vraiment très utiles pour compléter le screening. Et Julien, on vous laisse le mot de la fin. Oui, mais merci. Mais moi, je voulais surtout remercier tous les participants pour le partage d'expériences, d'informations, à la fois à l'oral et aussi dans l'espace de discussion, le chat, la participation aux exercices et aux échanges. Donc, merci à tous. Donc voilà, la communauté résilience au changement climatique commence à se développer, à s'étendre. Et moi, je vous invite du coup à poursuivre les échanges au sein de cette communauté via la plateforme Go. Il y a aussi un espace de forum, de discussion. Donc, n'hésitez pas. Je voulais aussi remercier Laetitia et Sandrine pour la préparation de ces sessions. Je trouvais que le contenu était très riche et très, très bien ciblé. Donc, merci. Et puis, bien sûr, pour l'animation de ces 5 sessions, parce qu'elles ont assuré aussi les sessions pour les territoires anglophones. Donc, ça leur a fait beaucoup de travail ces 2 dernières semaines. Donc, comme le disait Laetitia, les replays, les supports de présentation, il me semble aussi que ce sera possible d'intégrer les travaux, les exercices sur Miro. Donc, ils seront mis sur la plateforme Go. Et puis l'autre chose que je voulais dire, il y aurait normalement des certificats de participation à ces sessions de formation qui vont vous être transmis. Alors dans quel délai? Je veux pas être trop m'engager, mais disons sous 3 semaines, quelque chose comme ça. Et puis le prochain rendez-vous dans ce format pour la communauté résilience au changement climatique, donc des ateliers, des formations en ligne. Ça sera en septembre. Alors les dates, on les précisera prochainement. Et la thématique, ça sera vraiment sur l'impact court terme du changement climatique sur l'érosion côtière et l'inondation. Voilà, donc je pense que ça peut intéresser encore une fois une grande partie d'entre vous qui ont participé à ces sessions actuelles. Voilà, merci à vous tous et puis à très bientôt de toute façon sur la plateforme et dans les prochaines activités. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée. Soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Julie, j'avais juste une question. Oui. Les dates précises d'octobre, elles sont connues ou pas encore? Oui, ça sera parce que oui, vous êtes pré-identifié pour y participer. C'est Oui. la semaine qui suit celle du 7 au 11, parce que ça sera après le Parfait. forum Finance Climat. D'accord, parce que comme j'avais une contrainte, une obligation d'être sur le territoire autour du 21 octobre. Donc ça serait la semaine qui suit le 15 octobre. Donc je vais C'est la l'identifier semaine- au cas où. Ce sera la J'ai semaine pas du de calendrier. 14. 14 La semaine du octobre. 14. Ouais, donc ça va vous faire court, non, ça ira? Non, c'est pas grave, je me débrouillerai, mais si je suis retenu, autant que je la bloque maintenant pour pas être, pour pas Oui. prendre d'engagement ou pas être, ou pouvoir dire que je peux pas m'engager ou que je serai pas dispo à partir si je suis Ouais. retenu. Donc c'était la semaine du 14 au 20, on va dire. Oui, Voilà. c'est ça. Le 14, c'est un lundi, le Ok, 20, c'est un dimanche. ça marche. Bon, bah je la bloque au cas où. Super, merci beaucoup. En tout cas, À très vite. merci pour tout, parce que c'est super intéressant. Et puis si on peut faire du réseau, c'est d'autant mieux. Surtout que c'est vrai que j'ai parlé 2-3 fois de la commission intercollectivité du Pacifique. Je pense que c'est quand même un axe qu'il faudrait qu'il soit entendu pour être plus efficient, quoi. Bon, des Complètement. petites pierres comme ça qui se sont posées. En tout cas, Voilà. merci beaucoup pour la qualité de la formation et des échanges. Et merci à vous pour votre Merci à vous. participation. Ouais, bonne journée. Bonne journée, au Et, revoir. Au revoir. bonne soirée pour Oui, ceux qui sont sur l'hémisphère nord. Au revoir. exactement. Merci, au revoir.